Eh ben, bonjour. Donc, je m'appelle Bérénice Tédel, je suis chargée de mission au centre collaborateur de l'OMS sur la recherche et la formation en santé mentale. Et je coordonne le programme des médiateurs de santé pair depuis 3 ans. J'interviens souvent avec Philippe Maugiron qui va se présenter après, et j'interviens souvent avant ou après Emmanuel Jouet parce que c'est très complémentaire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir l'apport théorique juste avant, ça évite que je redise des choses. C'est pour ça que moi je vous propose du coup, j'ai une facilité grâce à la présentation d'Emmanuel. Je vous propose de vous présenter oralement, quoi, sans PowerPoint, la démarche du CCOMS sur les médiateurs de santé pair. Et puis, c'est très complémentaire. Alors, théoriquement, Philippe est censé parler après moi, mais de fait, nos interventions sont quand même, en général, très articulées entre elles, parce que il amène des éléments concrets, vu qu'il est un des médiateurs du programme que nous avons coordonné. Juste pour expliquer un tout petit peu, parce que je trouve que, vu comment ça s'est bien déroulé, là, les choses, je trouve ça intéressant de dire d'où on parle. Donc moi, avant, je coordonnais des programmes d'ETP en VIH-Sida. J'accompagnais les patients dans le fait de monter leur propre programme sur une dimension très qualité de vie, en fait. Voilà. J'ai eu la chance d'arriver sur l'ETP en VIH lorsqu'on était enfin sorti de l'idée que l'éducation thérapeutique du patient, c'était prendre ses médicaments. Même si en VIH-Sida, il n'y a pas trop de questions sur le fait qu'il faut prendre ces médicaments. Mais disons que c'était au-delà et que voilà, on était dans des dimensions intéressantes d'auto-support et d'auto-création de savoir, justement. Et par ailleurs, j'ai un fils autiste qui a bientôt 10 ans. Et donc, quand j'ai été contactée par le CCOMS pour prendre ce poste, en fait, c'était assez intéressant puisque la paire aidance, alors quand on a des enfants petits, en tout cas en autisme, la paire aidance, elle va exister très fort entre les parents dans une communauté qui peut être assez puissante, parfois un peu aussi assez polémique. Mais voilà, je pratiquais la paire aidance sans le savoir à l'époque. Et donc ça s'articule beaucoup finalement avec mon travail aujourd'hui sur la notion qui apparaît de plus en plus et qui, moi, me frappe chez certaines associations. Plutôt, je l'observe, parce que moi, je suis moins efficace, mais des parents qui sont dans une professionnalisation très impressionnante en termes de savoir et de relayer ces savoirs, et donc qui accueillent des parents dans l'entrée dans la pathologie, et des parents, et ces nouveaux parents, si je puis dire, qui font des pas de géant, qui vont très très vite, beaucoup plus vite que s'ils n'avaient pas eu accès à tous ces savoirs dits profanes, et qui grille des étapes dans le bon sens du terme, ce dont malheureusement aujourd'hui en pédopsychiatrie on a beaucoup besoin d'aller plus vite. Voilà, donc bon, je reprends sur les médiateurs. Le CCOMS a entamé en 2010, donc le CCOMS est dirigé depuis un certain temps par le docteur Jean-Luc Roland, qui a un long historique, peut-être certains d'entre vous connaissent, de travail sur tout ce qui est la notion du soin hors des murs, de faire tomber les murs de ce qu'on appelait autrefois l'asile, d'un travail beaucoup axé sur l'empowerment, sur la cité, sur remettre les usagers dans la vie, dans la cité. Et voilà, c'est beaucoup le CCOMS est beaucoup porté par ces questions-là. On mène des programmes de recherche plutôt beaucoup sur la question de l'empowerment, sur la question aussi des hospitalisations sous contrainte, de l'observation de ce qui se passe en psychiatrie. Alors, pour les autres choses, c'est souvent des programmes de recherche assez, entre guillemets, classiques dans leur déroulement. Et puis, on a plusieurs programmes de recherche dits action. Donc, le CCOMS a lancé est coporteur du programme des conseils locaux de santé mentale. Donc ça, c'est de la recherche-action. Et nous, voilà, il y a aussi le programme des médiateurs de santé pair. Et donc en 2010, au sein du CCOMS, il y avait à l'époque le docteur Patrick Le Cardinal, qui a beaucoup questionné, qui s'est beaucoup intéressé en amont et est allé voir du côté du Québec, mais aussi de l'Angleterre, des États-Unis, s'est intéressé à la question de la paire aidance. Ce qu'on appelle en anglais les peer support workers. Et le docteur Le Cardinal est revenu vers le CCOMS avec l'idée que ce serait vraiment une question à creuser, cette idée de la paire aidance, et quelle forme ça pourrait prendre en France, au-delà du bénévolat,
dont on savait qu'il existait déjà dans un certain nombre de contextes. Donc le CCOMS s'est engagé dans des voyages d'études. À l'époque, l'équipe effectivement du laboratoire de Maison-Blanche, Emmanuel Jouet, Tim Grayson étaient déjà engagés dans des réflexions fortes sur ces questions-là. Donc il y avait quand même un mouvement important de questionnement. Et donc le CCOMS est allé faire quelques voyages à l'étranger pour voir ce qui était développé là-bas en matière de paire et danse reconnue, professionnelle. Ils en sont, moi j'étais pas là à l'époque, rapidement arrivés à la notion que la manière dont c'était déployé à l'étranger, c'était tout à fait intéressant, mais que ça marcherait difficilement en France, puisque c'était souvent, pas toujours, sur des modèles assez classiques de avoir accès à une formation, souvent assez courte, et puis chercher du travail. Voilà, selon les pays, les dispositifs ont été plus ou moins soutenus, plus ou moins pérennes, voilà, mais le docteur Roland, ayant l'habitude des institutions françaises, de qu'est-ce qui est reconnu, disons, dans les compétences en France, a rapidement conclu que dans ce que nous pourrions faire ici, il fallait probablement déployer un modèle où les gens auraient une formation assez dense, de manière parce que la question du cursus, de la formation, c'est quelque chose qui est très lourd en France. C'est une question qui est... Voilà, on existe beaucoup par la question du diplôme, de la formation, quand même beaucoup plus que notamment dans les pays anglo-saxons. Et sur des formations dont on sait qu'elles sont encore sur un versant très descendant, très théorique, ça reste encore très construit comme ça. Et donc il s'est dit, il faut une formation sans doute assez dense. Il n'est pas question de faire une formation courte qu'on n'arrivera pas à intituler, à nommer, parce que sinon on n'arrivera pas à faire reconnaître ses futurs pères aidants. Et puis, il faut qu'il y ait un emploi assuré. C'est-à-dire, il faut pas que ces gens, on leur propose une formation de médiateur de santé père, c'est l'intitulé qui a été choisi, et qui se trouvent à devoir chercher du travail par leurs propres moyens, parce que il n'y aura probablement pas de travail. Donc l'idée a émergé de cette manière-là. L'idée, c'était de faire une première formation avec peu de gens, puisque il allait falloir chercher auprès des agences régionales de santé des fonds qui permettraient que les gens soient en alternance en formation, une semaine par mois, c'est comme ça que ça s'est déroulé à l'époque, et le reste du temps en emploi. Donc pour résumer, en 2012 a démarré un diplôme universitaire qui a été porté par l'Université Paris 8 et qui a lancé la formation de 29 personnes qui étaient originaires d'Île-de-France, de PACA et du Nord-Pas-de-Calais. Le centre collaborateur de l'OMS est à Lille et on est adossé à l'EPSM Lille Métropole. Donc, il y avait aussi un terrain d'exercice qui était favorable. Il y avait notamment le secteur qui était l'ancien secteur du docteur Jean-Luc Roland, qui était aussi une base pour accueillir des médiateurs. Donc voilà, 29 personnes sont entrées en formation en 2012 dans une logique qui était effectivement assez novatrice, qui était de dire voilà, c'est un diplôme universitaire. Les personnes donc sortiront munies de ce diplôme et pour autant elles commencent l'année en travaillant en même temps. Là, je me disais que du coup, on pouvait peut-être s'articuler, Philippe, pour que je ne parle pas toute seule. Et si tu peux dire, est-ce que ça te va? Sur dire l'arrivée, les premiers mois, comme souvent. Oui, moi je veux bien, oui. Sur l'intégration, les premiers temps de l'intégration. Voilà, le début, puis après je... Alors, certains ont été plus heureux que d'autres. Voilà. C'est-à-dire que suite à notre formation et puis surtout à une semaine de formation par le Québec, on était tous gonflés, j'allais dire, d'un enthousiasme débordant. Il se trouve que certaines équipes sont entrées dans cette expérimentation par choix et après une réflexion, et d'autres se sont retrouvées dans des équipes où l'expérimentation a été imposée à des personnels qui n'avaient pas été informés, il n'y avait pas eu de débat, et donc l'intégration a été beaucoup plus difficile. En ce qui me concerne, je suis arrivé dans une équipe, un hôpital de jour, où l'équipe avait mûri une réflexion d'intégration
du médiateur de santé pair. Du moins, c'est ainsi que l'équipe avait considéré la venue d'un médiateur de santé pair, mais finalement, c'était aussi déterminer les interdictions auxquelles serait soumise le médiateur de santé pair. C'était plus finalement, aujourd'hui je suis capable de le dire, des modalités d'exclusion et d'interdiction que des modalités d'intégration. Faut être tout à fait clair à ce sujet. Néanmoins, aujourd'hui, je suis intégré. Voyez. Alors, par contre, le bénéfice, c'est que le processus d'intégration a été facilité. J'ai rencontré que peu d'opposition et de maltraitance, parce qu'il y a eu quand même des médiateurs qui ont été maltraités dans certaines équipes, ça je veux le dire, parce que c'était une réalité qu'il ne faut pas nier. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une intégration d'un médiateur de santé pair, encore aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de simple, même lorsqu'il y a de la bonne volonté de la part des équipes. Il s'agit d'informer, de communiquer, de partager, de rencontrer les gens, de dépasser les peurs qui sont souvent des projections. Comme souvent, on se dit, mon Dieu, intégrer un usager ou un ex-usager, c'est une histoire de fou, quoi. Intégrer un malade et nous soignants, d'ailleurs, ça résonne sur ce qu'on appelle ce qu'on qualifie par soignant. Moi, dans mon processus de rétablissement, quand je vais vers la simplicité, je vais bien. Donc, dans cette démarche, pour moi, un soignant, c'est toute personne qui est bienveillante. Et un soignant au sens large professionnel, c'est quelqu'un qui a un savoir. Donc, moi, j'ai un savoir expérientiel qui est rémunéré au sein d'une équipe de soins. Donc, si les professionnels tels qu'on les connaît aujourd'hui acceptent cette définition simple, les médiateurs de santé pair, les pairs aidants, deviennent des soignants de fait, et donc peut-être que leur réflexion s'en trouvera élargie et leur questionnement simplifié. Voilà. Donc une intégration réussie dans un établissement, c'est de rencontrer les gens, qu'ils s'expriment surtout au niveau de leur peur, leur expliquer quel rôle a un médiateur ou un père aidant. Ça, c'est indispensable. Et puis surtout, leur expliquer qu'ils ne sont pas là en confrontation pour ou leur dire comment travailler ou dénigrer le travail qui est fait. Les professionnels font un travail formidable. Moi, je tiens à le dire, certaines équipes sont formidables. Ce qu'il y a, c'est que nous avons des connaissances et des savoirs différents et nous sommes là pour co-construire, ouvrir un autre champ de connaissances, ouvrir un autre champ de possibles et qu'on est dans la collaboration, on n'est pas dans la confrontation ni dans l'opposition systématique. Et justement, pour rebondir là-dessus, je pense que ce qui a été compliqué, il y a eu des évaluations qui ont été menées, notamment qualitatives. Ce qui a été compliqué, c'est qu'on a fait le choix, le CCOMS a fait le choix que les médiateurs soient intégrés, comme l'a très bien dit Philippe, comme des professionnels avec les autres professionnels dans des équipes. Donc, ce qui était complexe, c'est que les équipes ne l'avaient jamais fait avant. Intégrer un ancien usager, le reconnaître ses savoirs, c'était quand même des choses dont on s'aperçoit avec le recul que ça aurait nécessité bien plus de préparation que ce qu'on a fait à l'époque. Et de fait, moi, pour faire un point de vue plus général, là, ces derniers mois, le CCOMS, on a cherché à apporter l'idée d'une part de refaire une formation qui va bientôt avoir lieu pour d'autres médiateurs, et puis d'autre part, au sein des instances au niveau du ministère, donc il y a plusieurs décrets et des textes ont émergé, et donc on a été sollicité pour témoigner d'un certain nombre de choses qu'on porte au CCOMS, dont la question de la paire aidance. Et c'était intéressant parce que lors d'un groupe de travail qui se réunissait tous les mois au ministère, il y avait à chaque fois, dans la proposition de ce qui allait être terminé comme document, apparaissait la paire aidance. Et dans la paire aidance, à chaque fois, ce qui était noté, c'était les GEM, d'une part, évidemment, et d'autre part, la question des représentants d'usagers dans un certain nombre d'instances. Et nous, CCOMS, à chacune de ces réunions, à chaque fois, on disait « Ah oui, c'est intéressant, mais donc il faudrait rajouter sur cette slide les pairs aidants. » Alors, on peut les intituler les travailleurs pairs, les pairs aidants, ou les médiateurs, bon, vraiment comme vous voulez, mais enfin, cette question du père qui travaille au sein. Voilà. Et c'était intéressant de voir que chaque mois, on se revoyait et que chaque mois, il nous disait « Oui, c'est vrai, on a oublié. Oh là là, on a oublié, il faut qu'on le rajoute. » Et en fait, ça n'est jamais apparu sur le diaporama. Jamais. Et je pense que ça montrait à quel point c'était compliqué. C'est-à-dire, on entendait bien ce que nous, on venait expliquer, et on l'expliquait avec des médiateurs, les médiateurs prenaient la parole, etc. Mais pour autant, ce stade d'après, de dire, voilà, la paire aidance, c'est potentiellement être dans des équipes de soins au même titre que les autres professionnels,
ni mieux ni moins bien, juste complémentaires, eh bien voilà, ça ne pouvait pas apparaître noir sur blanc sur ce diaporama. Et c'était assez révélateur. Voilà. Donc pour revenir au déroulement de tout ça, donc les médiateurs ont commencé à travailler en 2012. On a eu beaucoup de réajustements nécessaires, car effectivement, il y a un certain nombre d'équipes dans lesquelles ça s'est mal passé. Alors ça s'est mal passé pour plusieurs raisons. Plusieurs personnes sur les 29 médiateurs n'étaient pas pleinement en situation de rétablissement au moment de leur recrutement. Et ça a généré des difficultés importantes pour eux et donc pour leurs équipes. Et il y a eu des abandons lors de cette première année. Et puis il y a eu des équipes où les médiateurs étaient plutôt stabilisés, en forme, rétablis, avec des idées. Et puis les équipes n'étaient pas du tout prêtes. Et à leur décharge, il y a eu des situations où ça leur a été visiblement imposé par des directions qui ne se sont pas suffisamment posé la question de dans quel secteur, dans quel service, dans quelle équipe, et surtout qui n'ont pas du tout construit le programme, le projet de recruter un médiateur. La démarche, elle n'a pas été construite du tout avec l'équipe. Donc ça a été extrêmement mal vécu, pas expliqué, pas compris, et vécu de façon indirecte comme une critique violente du travail qui était fait. Comme si on disait, comme vous travaillez mal, on va vous coller un médiateur, comme ça vous allez apprendre à travailler. Et donc toute cette pédagogie-là, maintenant, nous, on sait qu'il faut qu'on l'accompagne vraiment au niveau des prochains recrutements et qu'on accompagne les équipes, qu'on détermine un petit peu ce qu'ils en pensent, qu'on travaille sur les représentations qu'on a tous pour que ça se passe mieux. Parce que dans les équipes où ça s'est bien passé, 5 ans après, les médiateurs... ils font, si je puis dire, c'est pas très joli comme expression, mais ils font partie des meubles, dans le sens où maintenant, c'est des professionnels qui, quand on va les voir, quand on fait le point avec eux, quand ils s'expriment d'ailleurs en colloque ou en conférence avec les médiateurs de leur équipe, ils disent oh non, mais nous, on n'imaginerait plus travailler sans ce regard-là. Ça nous... Même des gens, et c'est intéressant quand on fait des entretiens avec eux, moi quand j'ai repris la coordination du programme, des gens qui étaient tout à fait capables de me dire dans le même entretien qu'ils étaient totalement contre au début, et puis qu'ils ont vraiment mal vécu la manière dont ça s'est produit, et puis en fait aujourd'hui c'est naturel, c'est une évidence. C'est pas que ce soit c'est pas supérieur au reste, c'est juste que c'est venu là, s'ajouter là, et en fait c'est très clair, c'est très limpide, ça fait partie de l'équipe et ça fait partie des potentialités de travail de l'équipe. Donc fort de tout ça, de résultats qui étaient somme toute à l'arrivée plutôt positifs, sachant que les quelques autres départs, des autres situations qu'on a pu avoir, c'était des médiateurs à qui le fait de passer ce diplôme et de reprendre le travail avait vraiment remis le pied à l'étrier sur la vie active. Mais certains sont partis, non pas parce que ça se passait mal ou qu'ils n'allaient pas bien, mais pour reprendre un cursus. Plusieurs ont repris des études, notamment de psychologue, ou ont changé de région. Donc, comme on est sur des financements expérimentaux, on ne pouvait pas déplacer les postes, c'était un peu compliqué. Mais de fait, à l'arrivée, il y avait plus de 50% des médiateurs qui s'en sortaient bien, qui étaient intégrés, qui avaient la possibilité de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Et puis aussi, pendant toutes les années en question, ce qui a été très porteur pour nous au CCOMS, c'est que les mois passant, quand on a publié un rapport, et puis les médiateurs ont commencé à s'exprimer dans plein d'instances, et on a été sollicité par beaucoup d'établissements qui sont revenus vers nous en nous disant, voilà, maintenant, nous... on a entendu parler de ce qui avait été fait, on aimerait recruter un médiateur, on aimerait être accompagné. Est-ce que vous pouvez venir ? Est-ce que des médiateurs peuvent venir parler de leur travail, de leur mission, de leur fonction ? Et donc c'est vrai que ça a contribué à quelque chose qui s'est solidifié et on s'est dit qu'il fallait refaire une formation. Justement, je voulais te poser une question. Si le savoir est expérientiel, pourquoi une formation ? Alors voilà, c'est un sujet important. Quelle formation, enfin je complète, quelle formation et quels sont, on va dire, les savoirs extérieurs au fond au savoir expérientiel qui vont être facilitateurs on va dire, de l'intervention du médiateur de santé pair. Voilà, je laisserai Philippe reprendre après moi. Ce qui est certain, c'est qu'on pense que le savoir expérientiel est un savoir. Nous, on en est profondément convaincus. Mais on pense que les médiateurs, comme n'importe lesquels d'entre nous, ont besoin de techniques. Enfin, c'est là où alors ça c'est une opinion personnelle, je pense que c'est là où on sort du témoignage,
On sort de la fonction de témoignage qui, à mon sens, est profondément importante. Mais on sort de la fonction du témoignage et on l'exporte vers, avec ses savoirs, qu'est-ce que je fais ? Et là, on est dans le très concret. Qu'est-ce que je propose concrètement dans le service ? Est-ce que je fais des entretiens ? Mais alors, si je fais des entretiens, mais en fait, moi, j'ai jamais fait d'entretien clinique. C'est pas ma formation. Je suis médiateur, mais peut-être avant, j'étais ingénieur, ou peut-être avant, j'étais femme au foyer, ou peut-être avant... Bon, je sais pas faire un entretien clinique, c'est aussi la réalité. Et donc, petit à petit, ce qui est arrivé de la part des médiateurs, y compris pendant leur DU, c'est... Nous, c'est comment animer un groupe, comment animer un entretien, comment gérer aussi ce qui va se passer avec des usagers qui vont souvent vraiment beaucoup investir ma fonction. Mais comment je gère aussi le fait de se protéger aussi, comme tout un chacun. Donc, il y avait toutes ces questions-là qu'il fallait aborder. Et d'ailleurs, on sait que dans la prochaine formation, on voudra les aborder encore davantage parce qu'on a vu que les médiateurs, à mesure que le temps passait, on a proposé même des outils après le DU, puisqu'on a proposé à une grande partie d'entre eux d'aller suivre la formation en ETP de base des 40 heures. Alors certains l'avaient eu via leurs établissements, classiquement, et puis comme on a vu que ça avait rencontré un franc succès chez ceux qui l'avaient eu, on a proposé à ceux qui ne l'avaient pas eu de se réunir pendant une session qu'on a tenue à Lille de formation à l'ETP. Et on s'est aperçu, comme on l'avait un peu pressenti au départ, que c'était un endroit assez juste de travail pour les médiateurs, un endroit parmi d'autres, mais en tout cas sur des pratiques intéressantes de TP, des pratiques avancées, ça rejoignait un peu ce qu'on avait eu un petit peu à l'esprit. On s'était dit, les médiateurs, ils auront certainement leur place dans la notion d'éducation à la santé, de manière générale, de promotion de la santé, même si c'est des mots un peu pompeux, tout ça, mais c'est des expressions qui, malgré tout, évoquent quand même une posture. Et donc, on avait quand même un peu l'intuition au départ que ça pourrait fonctionner pour les médiateurs. Et l'ETP a été quelque chose qui a rencontré leur savoir, leurs compétences. C'est vrai que ça, c'est un débat que j'ai pu avoir avec parfois des membres d'équipe, notamment à Marseille, où on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde là-dessus, où eux, ils estiment pour certains que le savoir expérientiel en lui-même ne nécessite pas d'aller beaucoup en formation, car il constitue en lui-même un corpus de compétences. Nous, au CCOMS, on ne dit pas le contraire, mais visiblement, aller articuler ces compétences, aller par des techniques notamment, et puis aussi des connaissances théoriques, ça a apporté beaucoup de choses aux médiateurs. Donc, l'idée n'est pas de dire que c'est forcément la seule manière de former ou de devenir un père aidant, mais en tout cas, il semble que peut-être pour une partie de ceux qui souhaitent faire ce métier, ça ait constitué un apport précieux. Mais bon, du coup, Et tu as semblé dire que c'était comme une espèce de passeport symbolique nécessaire culturellement en France pour pouvoir oser prendre la parole et intervenir. Mais en quoi a consisté quand même cette formation sur le plan du contenu ? Alors, tu évoques la technique. Quoi exactement ? Alors, il y a eu des éléments très concrets d'un module de psychopathologie, tout simplement. Oui. On a repris ces éléments-là, puisque on considère que le savoir expérientiel est transversal. C'est-à-dire, on est soi-même, imaginons, concerné par des troubles de la schizophrénie ou troubles de la bipolarité. On n'a pas du tout souhaité au CCOMS que les gens, on dise aux médiateurs, vous ne verrez que des personnes bipolaires. Ça nous semblait dommage, parce qu'on trouvait que le parcours du rétablissement et le savoir-expérience pouvaient comme ça être travaillés avec des usagers qui n'ont pas le même trouble, quoi. Voilà. Donc c'était déjà une chose. Donc il fallait quand même former l'ensemble des 29 médiateurs à c'était quoi les diverses pathologies, les troubles. Donc ça a constitué une partie de la formation. Il y a eu une grosse partie de formation sur le droit, parce qu'à l'époque, ce DU, il était hébergé par le département de la formation permanente de l'université Paris 8, qui est une UFR de droit de la santé. Donc, de toute façon, on était dans un contexte où le droit des patients, le droit des usagers allait être abordé assez in extenso.
Voilà, et puis après, Philippe, je te laisserai rebondir que tu pourras peut-être compléter sur ce qu'il y a eu d'autre, et puis surtout ce que ça t'a apporté. Juste pour finir sur la question, c'est sur le passeport théorique, symbolique. Oui, effectivement, je crois que c'est quand même spécifique chez nous. On pourrait prendre le temps de se demander, est-ce qu'il fallait 250 heures de formation ? Est-ce que sur des modalités plus anglo-saxonnes, où on aurait fait une formation plus ramassée, plus courte, et puis les gens auraient travaillé, et puis seraient retournés dans les mois qui suivaient sur de la formation, et puis ça aurait donné lieu peut-être à terme un diplôme qui n'aurait pas eu un nom contextualisable en France. Voilà, toutes ces questions-là, elles sont effectivement éminemment françaises. Et d'ailleurs, elles le sont d'autant plus que ce fameux diplôme universitaire qui a été proposé et qu'ont les médiateurs en question, les a amenés à des situations de blocage parce qu'ils sont dans l'hôpital, que le DU n'est pas reconnu, qu'ils sont d'ailleurs dans des grilles, ils sont placés dans des grilles qui sont des grilles administratives. Ils n'ont pas la possibilité de passer des concours, des validations en interne pour évoluer. Ça bloque aussi toute forme d'évolution de salaire. Et c'est une des raisons qui a fait que nous avons mis longtemps à faire émerger le projet d'une nouvelle formation, car nous avons vraiment souhaité ne plus proposer de DU. Et c'est ce qui nous a fait vraiment chercher une opportunité intéressante d'être dans un autre diplôme qui sera a priori une licence. Voilà. Justement parce qu'on aimerait aider les futurs médiateurs à avoir une mobilité plus grande et une reconnaissance plus grande. Du coup, tu veux dire un mot de la formation ? Dans la fonction publique, on n'embauche pas d'autodidactes. Ou rarement. En tout cas, dans le monde de la santé, on n'embauche pas d'autodidactes. Pour pouvoir entrer dans la professionnalisation du savoir dit expérientiel, il a fallu le faire avec ou grâce ou par un diplôme. Qui a répondu aux exigences culturelles et des usages qui sont les nôtres en France. À savoir que nous fonctionnons beaucoup sur cette équation, je ne sais pas si elle est juste, diplôme égale savoir, égale compétence, égale pouvoir. Le monde de la santé est ultra structuré et extrêmement encore hiérarchisé, même si on n'a plus les blouses, vous voyez. En France, donc, on a eu la formation théorique avec le nombre d'heures de cours le plus élevé par rapport aux autres formations qui se font dans le monde. Au Québec, par exemple, ils se contentent de 2 semaines. En France, eh bien, on a eu 8 semaines pleines, intéressantes, de formation théorique, qui, in fine, moi, m'ont apporté des connaissances, mais aussi la perception de savoir ce qu'ont appris les professionnels de la santé, comment ils l'ont appris et ce qu'ils en retiennent, en fait. Alors, avec mon savoir dit expérientiel, et je préfère parler d'avoir une connaissance éprouvée de la maladie, une connaissance intime, et de pouvoir répondre parfois à des modèles théoriques, pas toujours par rapport à ces connaissances, ça me permet de mieux communiquer avec les équipes. Mais cette forme d'hybridation du langage et de la compréhension de l'autre, elle fonctionne majoritairement dans le sens médiateur professionnel que professionnel médiateur. Vous voyez, il y a un accès à la connaissance intime éprouvée par les usagers, par la plupart des soignants, des professionnels, qui est inaccessible, à moins qu'ils soient eux aussi concernés par le sujet, ce qui arrive. Mais rares sont ceux qui se dévoilent professionnellement. Vous voyez ? Donc, les médiateurs formés répondent à des exigences d'inclusion, à des exigences de reconnaissance symbolique du savoir, à une réalité de diplôme, donc de début de professionnalisation, parce que le diplôme est nécessaire pour avoir accès à un métier. Nous sommes aujourd'hui des nouveaux acteurs salariés professionnels de la fonction publique. Nous n'avons toujours pas de fiche métier, ça c'est une réalité. Nous œuvrons dans ce sens pour, à terme, devenir des professionnels ordinaires du monde de la santé. Voilà, tout simplement. Après, je me disais que peut-être, je ne sais pas si on fait le temps de questions, voilà, sur la question de la place, ce qui a été aussi complexe pour les médiateurs,
et un sujet pas facile à aborder, c'est que très rapidement, même pour ceux pour lesquels les intégrations se sont mal passées dans les services au niveau des équipes, ils ont été quand même vraiment très plébiscités par les usagers. Et dans des équipes, si on va un peu plus loin, dans des équipes où ça s'est soit mal passé, soit ça a été un petit peu lent au début, si on regarde et si on essaye d'entendre aussi des points de vue sur comment ça travaille dans ces équipes, je crois que les médiateurs ont contribué involontairement à mettre en lumière tout un tas de choses qui ne se faisaient pas, qui n'étaient pas proposées, des services ou des hôpitaux de jour notamment qui étaient extrêmement routiniers, avec des situations très encrassées de très longtemps, où tout le monde était un peu chronicisé des deux côtés, et les médiateurs arrivaient et ils disaient voilà, tiens, on pourrait faire ce truc-là, moi ça a marché pour moi et j'aimerais bien monter un groupe. Est-ce que je pourrais monter un groupe avec un infirmier ou une infirmière sur, je sais pas, la réhabilitation, je sais pas, ou un groupe culture, machin. Et il y a des services où ça a été extrêmement mal perçu et rejeté avec violence parce que c'était la mise en lumière peut-être de pratiques absentes et de postures absentes. Et donc, parmi les modalités de rejet du médiateur, il y a eu, mais vous n'êtes pas compétent, vous n'êtes pas diplômé, nous on l'est, vous n'avez pas de valeur. Et puis, c'est pas... moi, je l'ai entendu dans des conférences où je me déplaçais avec des médiateurs, où il y a des gens dans la salle qui ont pris la parole pour dire « mais c'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes compétent ». Et donc, la personne de répondre « non, justement, c'est parce que je me suis formée, ça m'intéresse et que j'essaye de... Je viens pas dans le service pour dire que je suis malade. Je viens le matin, je travaille aux côtés des autres, mais je viens pas en tant que malade. » Et comme pour un certain nombre de professionnels, la question de ne plus être malade, ce qui n'a pas à voir, pour moi, ce qui est autre chose que la question de la guérison, à ne pas confondre, mais ne plus être là en tant que malade, avoir été malade et ne plus l'être, est en fait un sujet qui est très complexe, voire pas abordé. Vous imaginez aussi la complexité de ces intégrations, notamment une médiatrice qu'on a intégrée dans le Nord qui s'est trouvée dans un CMP où la question du rétablissement, le mot n'avait jamais été prononcé, il n'existait pas. En fait. Et où la question de l'après CMP, si je puis dire, en résumé, pour les usagers, n'existait pas non plus. Il n'y avait pas d'après, en fait. On continuait à venir. Voilà. Donc je pense que pour elle, ça a été ultra violent. Et puis chaque mois, elle revenait de formation avec... Il faut se rendre compte, le médiateur, il passe une semaine avec une équipe de Québécois qui fait des trucs complètement modernes, incroyables, qui propose des trucs inouïs. Donc le médiateur, il passe une semaine à entendre ça. Il est complètement... Déjà, ça lui renvoie à ce qu'on lui a pas proposé quand lui, il était usager. Pas évident non plus. Il se dit, c'est génial, banco, j'y vais. Ils avaient un super classeur, plein d'idées, des trucs pas trop compliqués en plus à lancer, quoi. Et puis, il rentre dans un CMP comme ça. Et en fait, ça se passe pas bien. Voilà. Et donc, c'est un peu les choses qu'on veut essayer d'éviter. Parce que moi, je suis convaincue que les médiateurs, ou les pères aidants, les travailleurs pères, parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans des intitulés, parce que comme l'a dit très bien Emmanuel, il y a plein d'initiatives en ce moment très costauds. Je crois que le père aidant ou le travailleur père, il est un formidable générateur de changement des pratiques, et je sais que la pensée du docteur Roland en arrière-plan, c'est celle-là. C'est le fait, et ça a toujours été son modèle, c'est-à-dire faire entrer des nouveaux métiers dans un service de psychiatrie pour déplacer les lignes et revoir, et que ça change un peu toutes les dynamiques. Donc le médiateur, il a cette fonction, mais il ne faut pas non plus qu'on l'envoie au casse-pipe, quoi. Donc on a fait des erreurs et on est bien clair sur le fait qu'on ne veut pas les refaire. Et oui, d'accord, ça fait bouger les lignes, mais à quel prix ? Donc, il faut quand même faire en sorte que ça se passe dans les bonnes conditions et que les gens ils puissent travailler. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup de situations de grands blocages où, en fait, pour les raisons que je viens d'exposer, les médiateurs se sont trouvés à ne pas du tout pouvoir travailler. Voilà, et du coup, c'est difficile. Alors, on est une équipe... On se dit, c'est super, voilà. Alors, quels sont les prérequis, les préalables qu'il faut remplir en amont, finalement, de l'intégration d'un médiateur de santé père pour que ça se passe bien? Carton vert. Alors, carton vert.
C'est quoi déjà? J'ai pas retenu encore les couleurs. Tu vas voir. Mais on m'a parlé de la charte, mais j'ai pas... Oui. Du coup, je réponds pas. Et alors? Ah oui, c'est le micro, pardon. Du coup, je réponds après. Ou je réponds maintenant. Merci. Excusez-moi de vous faire déplacer à chaque fois pour le micro, mais j'ai une petite voix qui ne porte pas du tout. Voilà, en fait, on m'a dit de lever le papier vert, mais ce n'est pas le papier vert, en fait, que je voulais lever. C'était juste une petite remarque que j'avais à faire. C'est très intéressant ce que vous dites, et puis je partage complètement vos propos. Mais je réfléchis, là, depuis que vous parlez, et je me disais, mais est-ce que ce n'est pas une formation qu'on aurait tous à faire, mais vraiment tous, hein, parce que moi, je fais partie de Pouvoir d'Agir. J'ai été travailleuse sociale et puis avec des troubles psychiques. Et je me disais, est-ce qu'on n'a pas une formation tous ensemble à faire sur les notions de représentation, de pouvoir, apprendre à être ensemble surtout, et apprendre à se respecter tous ensemble. En fait, est-ce que ce n'est pas la question du vivre ensemble qui se pose au travers de tout ça? Et puis aussi la question de l'ego aussi. Mais je me place naturellement à l'intérieur. Je pense que du coup, vos deux questionnements se rejoignent par rapport à la question des prérequis. C'est en quoi travailler avec une équipe comme celle d'Emmanuelle, dont je sais qu'elle va former régulièrement des équipes à la question du rétablissement. C'est tout ce travail sur les représentations, la question du pouvoir, la question de lâcher un peu du territoire, ça existe partout, hein. On le voit beaucoup dans le soin, et quand on est usager du système à un quelconque niveau, on en fait quand même beaucoup le jeu, hein. Moi, je sais, en pédopsychiatrie, j'ai l'impression, quand je fais de la coordination autour de mon fils, de gérer des égos dans tous les sens, qui ont des grosses représentations de moi en tant que parent pénible. Et moi, j'ai des grosses représentations d'eux en tant que professionnel avec des gros égos. Et donc, c'est très pénible pour tout le monde. Voilà. Donc, du coup, il faut redescendre de ça. Et je vous avais complètement raison. Moi, ma technique avec eux, c'est l'humour. C'est-à-dire, j'essaye un peu de déconstruire quand je suis dans ces rendez-vous perso, parce que je me dis, il faut qu'on se rendre compte de ce qu'on met en jeu, et souvent par l'humour ça peut aider. Mais voilà, du coup, oui, les prérequis, et ça, c'est quand même toujours dans la même notion, c'est que je crois que c'est... Bon, moi, il me semble, ça peut paraître complètement bas de plafond, mais il faut que l'équipe soit d'accord. Alors, on peut être d'accord et avoir des réticences, on peut être d'accord et se sentir bourré de résistance. Enfin, voilà, ça, je crois qu'on en est tous là. Mais il faut travailler vers un accord, en tout cas, je pense. Il faut mettre des petites briques pour qu'au final, tout le monde soit au moins curieux, interroger, voilà. Et puis, petit à petit, là, après, on peut commencer à travailler sur, faire tomber les résistances en disant, mais il n'est nullement question de vous prendre votre travail, il n'est nullement question de dire qu'il ou elle le fera mieux que vous. Et n'oubliez surtout pas, car moi, les médiateurs, ils me le disent beaucoup, et Philippe l'a dit tout à l'heure, ils disent, mais moi, j'ai énormément appris avec les gens du service, quoi. J'ai appris, tous les jours, j'apprends, parce qu'ils sont compétents. Et donc comme je pense que c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de donner des leçons, il ne s'agit pas d'arriver en posture de cador et dire, voilà, moi, je vais révolutionner le service, le médiateur peut tout faire. Voilà. Il peut y avoir cette démagogie, paradoxalement, chez certains chefs de service qui s'y prennent de manière un peu maladroite en disant, bon, en gros, vous foutez rien, je vais vous coller un médiateur. C'est compliqué aussi, hein. Voilà, on ne lui souhaite pas non plus au médiateur, hein. Donc il y a aussi toutes ces notions-là. Pour que ça puisse bien se passer, il faut quand même travailler vraiment ensemble. Et alors après, bon, ça c'est un peu... C'est à voir. Moi, je crois que c'est peut-être intéressant pour l'équipe de faire un petit travail pédagogique ensemble de fiches de poste, de qu'est-ce qui serait intéressant, mais un truc souple. C'est-à-dire après, le médiateur, il arrive, on a eu une idée, on a eu des idées, et puis le médiateur, il dit, ça m'intéresse, mais alors il se trouve que moi, avant, je faisais ça, j'ai fait ça dans ma vie d'avant, ou dans une asso, j'ai été plutôt sur, je sais pas moi, les accompagnements sur les choses qui existent dans la ville. Le médiateur, il aura ses cartes à lui, et donc après,
on va co-construire ensemble. L'équipe va dire, moi, voilà, nous, on aurait ces besoins, lui, il sait faire ça, on va faire ça. Et puis, on va avoir des projets. Je pense que c'est important pour le médiateur. Dire, voilà, dans l'équipe, on a ce projet, on aimerait bien que vous y participiez parce que ça aurait vraiment du sens de le faire avec vous. Voilà, je pense que c'est toutes ces petites ouvertures-là qui vont favoriser, faire tomber les égos, les résistances, les représentations, je crois. Oui, excusez-moi, je voudrais prolonger sur quelque chose qui me semble essentiel, c'est que le rétablissement est un processus au même titre que l'intégration dans une équipe. C'est-à-dire qu'il y a une temporalité, il y a un temps. Et ce temps-là, il n'est pas prédéfini. Il se co-construit, il y a des étapes, il y a des passages obligés. C'est un parcours, en quelque sorte, le temps d'intégration qui n'est pas le même selon les équipes et selon les médiateurs. En ce qui me concerne, mon temps d'intégration et d'acceptation a duré, je l'évalue, entre 3 ans et 3 ans et demi. C'est-à-dire que je suis dans un service qui est hyper spécialisé, avec différentes compétences professionnelles. Et puis, lorsque le projet, l'expérimentation a été présenté à l'équipe, il y a certains de mes collègues qui l'ont tout de suite envisagé avec beaucoup d'enthousiasme et d'autres qui l'ont signifié avec la plus grande résistance. Vous voyez, donc il y avait de l'eau froide et de l'eau chaude. Je suis arrivé dans ce bain-là, en quelque sorte. Et il a fallu que le temps fasse son œuvre. C'est-à-dire que pendant les 3 premières années, je ne pouvais pas être source de proposition de quoi que ce soit. Donc, c'était le temps du pain noir, je le dis, mais j'ai beaucoup appris pendant ce temps de pain noir. Moi, je me suis considérablement enrichi et ça m'a permis de mieux les comprendre et de mieux connaître leurs limites. Donc, d'être dans un meilleur temps de proposition, d'être source de proposition de groupe et de changement. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis, être dans cette disposition de leur reconnaître des compétences, c'est ce que je pense profondément, on n'a pas les mêmes, et c'est pour ça que je suis là, eh bien, il y a le temps de la différenciation qui vient, et qui vient que maintenant, un peu plus au bout de 5 ans, qui me permet de me différencier, d'avoir une pratique qui n'est pas la même, et tout comme il y a eu un processus de deuil qui a été nécessaire pour certains d'entre eux, d'admettre, de reconnaître, et finalement d'accepter que j'ai des connaissances et un savoir qui est différent du leur, mais qui n'est pas contradictoire ni en confrontation, ça a été difficile dans leur construction en tant que professionnel, de se rendre compte, oui, il y a des choses que je ne sais pas. C'est très difficile de dire je ne sais pas. Pourtant, c'est extrêmement libérateur de dire je ne sais pas. Et donc, aujourd'hui, je suis dans un temps de différenciation, donc de reconnaissance de mon métier, et pour certains, c'est encore un processus de deuil. Parce que certains ont l'impression que quelque chose leur échappe, tout simplement. Alors justement, ils ont identifié et accepté le médiateur de Santé Père ou Philippe Maugiron? Les deux, j'espère. Oui. Voilà, ça, je trouve que c'est vraiment fondamental, là, ce dont tu parles. Moi, j'ai la sensation que c'est quand même pour les services, les professionnels qui se trouvent ainsi dans cette modalité ou d'autres, à devoir intégrer les usagers en général, les familles aussi, question aussi. C'est quand même récent et c'est exactement, c'est quand même un lâcher prise, c'est quand même un deuil. Et ce qu'on leur dit un petit peu de manière implicite avec cette arrivée comme ça, même si c'est peu de gens, les médiateurs pour l'instant, les travailleurs pairs, c'est voilà, maintenant, plus rien ne sera jamais pareil. Maintenant, on va travailler avec des gens avec lesquels on n'a jamais travaillé avant. Et je pense quand même que, comme dit Philippe, le temps doit jouer. Enfin, il faut quand même laisser le temps aux équipes. D'où l'intérêt, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, d'une bonne partie des médiateurs, pour des raisons plutôt d'équilibre personnel, ont choisi de ne pas être à temps plein. Et ça a été le cas, encore aujourd'hui, certains. Et pour les équipes, ça a permis aussi d'intégrer, de souffler, d'avoir des journées où ils pouvaient un peu repenser tout ça, etc. Parce que c'est vrai qu'intégrer quand même quelqu'un à plein temps dont le métier n'a jamais été créé avant, c'est quand même compliqué, c'est très intense finalement. Donc il y avait ça. Et alors moi, ça fait vraiment écho avec des interventions que je fais à titre personnel. J'en ai fait une récemment, mais on était ensemble avec Philippe d'ailleurs. C'était un peu sur les deux sujets où on est intervenu devant une 50aine de psychologues qui finissaient leur Master 2. Et on a présenté ensemble les médiateurs de Santé Père.
Et donc, c'est des psychologues qui seront diplômés, et là, je crois là maintenant, en juin d'ailleurs. Et donc, on a présenté les médiateurs, on a présenté la question de l'usager, la posture de l'usager, tout ça. Et puis après, à la demande de la personne qui nous faisait intervenir, j'ai fait un petit aparté et j'ai présenté la situation de l'autisme en ce moment, du point de vue des parents, des usagers. Et j'ai fini par dire... si vous voulez travailler comme avant, il ne faut pas travailler là. Maintenant, on parlait spécifiquement de l'autisme. On disait, voilà, le point de vue des familles et des parents, c'est que si vous ne voulez pas travailler avec nous, les familles, il ne faut pas travailler en pédopsie, il ne faut pas travailler sur les enfants. Enfin, la question de laisser les gens, les usagers, les familles devant la porte, c'est à peu près terminé. Alors, ça ne va pas être terminé partout au même rythme, ça va être long. Il y a plein de choses seront lentes, mais le shift qui est en train de se faire, c'est celui-là. On ne pourra plus vraiment en revenir. Et c'était intéressant parce que dans les prises de parole qu'il y a eu très légères de ceux qui étaient les plus, peut-être les plus sur des pratiques classiques ou une vision assez analytique des choses, on sentait vraiment tout un vocabulaire qui remontait très très articulé sur la place de chacun, mais la place, ce qui était dit en filigrane, c'est quand même la place, votre place, elle est dehors et nous, elle est avec. Et ça revenait de manière lancinante, on sentait, voilà. Et je pense que c'est tout ça qui va se jouer, aussi bien chez la psychiatrie adulte que chez la pédopsie d'ailleurs, c'est-à-dire ce changement fondamental qui est que il va falloir travailler avec et non plus contre les familles et malgré certains usagers. C'est violent aussi pour eux, pour ceux qui sont là depuis le plus longtemps en tout cas, ou qui ont connu des pratiques très différentes. Moi, j'ai eu la sensation depuis 3 ans que je présente le programme que quelquefois, dans des assemblées moins bienveillantes que la vôtre, j'ai senti que je générais beaucoup d'agressivité. Mais je comprends. Oui, je voulais vous poser une question un petit peu plus compliquée. Est-ce que ce médiateur de santé père, est-ce qu'on pourrait l'envisager aussi pour démarrer un projet un peu similaire au projet australien d'information des scolaires sur la santé mentale? Est-ce que vous connaissez? Je pense que ce type de... Oui, c'est de la sensibilisation, en fait, c'est ça dont vous parlez, hein, la sensibilisation aux troubles de santé psychique pour les scolaires. Ouais. Je pense que c'est... Très spontanément, je pense que c'est même la meilleure modalité. Moi, avant, je travaillais sur le VIH-Sida et avec les ados sur aussi la toxicomanie. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas du tout le même impact quand on arrive à ces interventions et qu'on leur fait une intervention proprette sur les dangers, machin, et qu'on vient avec une personne concernée qui a un vécu de l'addiction, qui a une pensée, qui a un retour... qui aussi n'est pas du tout dans un truc très clivant de faux pas, c'est bien, c'est pas bien, qui explique le pourquoi, le comment, qui peut même avoir des discours nuancés sur arrêter complètement, pas arrêter complètement. Enfin, on s'autorise à dire des choses pas trop figées. On n'a pas du tout le même impact avec les jeunes. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Comme il y a longtemps, ça se fait plus, mais on faisait intervenir des personnes séropositives pour parler de la prévention. C'est sûr que c'est les jeunes en question, ils s'en souviennent. Enfin, ça n'a pas du tout le même impact. Donc, moi, je pense que oui, c'est hyper important de faire intervenir des gens concernés. Ouais. Effectivement, comme vous le dites très bien, sur la période de l'émergence. Ouais. Bien, écoutez, je pense que, sauf s'il y a une autre question qui peut... Oui, mais il y en aura d'autres, de toute façon, je pense. Oui. Non, juste parce qu'il y a un acteur que... Alors moi, je travaille dans le social et le médico-social, pas dans le sanitaire. Et il y a un acteur qui n'a pas été nommé depuis le début de la matinée, c'est l'employeur. Donc de manière très égoïste. Je pense qu'on parle beaucoup de la sensibilisation des équipes et évidemment des pères aidants et la formation des uns et des autres. Moi, je m'interroge parce qu'effectivement, pour faire du lien avec l'intervention précédente, il y a beaucoup d'institutionnalisation. Voilà, ça redescend par décret. Les pères aidants vont devoir faire partie de certaines équipes. Enfin, voilà. Comment est-ce qu'on va accompagner des employeurs de secteurs non sanitaires à embaucher des personnes pour lesquelles on dit qu'il faut qu'elles soient dans un vrai processus de rétablissement. Alors j'ai bien entendu que le rétablissement c'était un processus et que ça se construisait, qu'on ne le décrète pas. Mais du coup,
qu'est-ce qu'on pourrait penser pour accompagner justement ces institutions sociales et médico-sociales qui vont embaucher des pères aidants à pas mettre les personnes fragiles encore plus en difficulté et à être, je ne demande pas de garantie, mais au moins des pistes pour pouvoir éviter de mettre tout le monde en difficulté, quoi. Voilà. Là, il y a tout un mouvement alors, sur lequel moi je ne maîtrise pas directement, mais ce qu'on appelle le job coaching. Donc il y a d'ailleurs des médiateurs qui sont devenus des job coachs. Donc c'est aussi la mouvance de ce que fait l'association Messidor. Hein, donc ils sont dans des process d'accompagnement qu'on voit aussi chez les adultes autistes avec des coachs individuels qui vont aussi bien travailler le milieu que l'intégration dans le milieu et du coup avec un dialogue avec l'employeur. Voilà. Donc c'est sûr que là, on est dans le sanitaire. Mais nous, on a dans le prochain programme, il va y avoir des intégrations dans le médico-social. Donc, de toute façon, cette question, elle va se poser encore différemment que dans le sanitaire. Et voilà, moi, Emmanuel pourra peut-être mieux en parler que moi, mais je pense qu'effectivement, toute la mouvance du job coaching s'interroge sur tout ça, sur les bonnes pratiques, que l'employeur il trouve son compte aussi, qu'on ne fasse pas de dégâts supplémentaires, mais qu'au contraire, ce soit en souplesse, en fonction des besoins et des capacités au moment, et puis qu'après, on progresse. Enfin, voilà. Et puis, il commence à y avoir aussi des gens en libéral qui se spécialisent là-dedans, qui le font, qui sont psychologues du travail, voilà, qui commencent à proposer des accompagnements individuels. Très bien, on va passer. Gardez vos questions, vous les poserez tout à l'heure. On va passer à l'intervention de Philippe. Tu as la parole. Merci Denis. Je tiens à remercier le CREPSI et notamment Denis Leguet pour son invitation et toute son équipe pour l'organisation remarquable. On a été très bien reçus, c'est toujours un plaisir de venir à Angers. Ne dis pas tout. Voilà, donc le sujet qui m'a été suggéré est donc constitution et transmission d'un savoir pour les pairs, quelles pratiques et quels effets. J'y ai travaillé, j'apporte quelques réponses, mais pas toutes. On est encore en train de définir et de continuer à répondre à ces questions. Alors, je m'appelle Philippe Maugiron, je suis médiateur de santé père à l'hôpital Sainte-Anne, dans un service qui est un hôpital de jour, l'USPS, une unité de soins psychosociaux. Comment est-ce que je suis devenu médiateur de santé père? C'est par la porte d'entrée de l'addicto. J'ai une problématique addictive à de nombreux produits. Et en me rétablissant, la dernière fois que je suis passé par une cure de sevrage à l'hôpital, parce que dans mon parcours de rétablissement, j'ai eu besoin de l'hôpital. Ça n'a jamais été suffisant, mais nécessaire. Et donc, lors de la sortie de ma dernière cure de sevrage, j'ai rechuté 3 fois, j'en ai fait 4, la suggestion m'a été faite d'aller à un centre qui s'appelle APTE, APT, à Bussy-le-Long, que certains dépendants connaissent peut-être, qui a cette particularité d'être animé exclusivement par des dépendants en rétablissement, dont la plupart ont passé un DU d'addictologie. La post-cure fonctionne sur le mode du programme des narcotiques anonymes. Et donc, il y a un travail écrit, une prise en charge, des groupes de parole. Et c'est lors de cette formidable initiation au rétablissement que ma vie a commencé à prendre un nouveau sens, que j'ai donné une nouvelle orientation professionnelle à ma vie, dans la mesure où je savais que ce que je faisais au préalable, j'étais devenu inemployable par le nombre d'années passées à ne pas bosser, et puis aussi parce que ça ne m'intéressait plus tout simplement. Donc j'ai suivi un DU d'addictologie à Paris 5, dont le patron du XAPA, le docteur Laccueil, préside. Et pendant toute cette année, j'avais engagé une réflexion pour donner une nouvelle orientation à ma vie professionnelle. Et j'avais le désir, puisque j'appartiens aux alcooliques anonymes et aux narcotiques anonymes, d'intégrer une équipe à l'hôpital pour venir partager mon savoir, j'ignorais à l'époque, qualifié d'expérientiel, alors que je préfère parler de savoir, de connaissances intimes et d'avoir éprouvé la maladie. J'avais retenu différentes options, aucune d'elles ne m'intéressait. Et puis j'ai entendu parler d'une expérimentation. Je me suis renseigné, j'ai rencontré l'équipe, j'ai postulé, j'ai été pris. Sainte-Anne y participait et j'ai la chance aujourd'hui de travailler donc dans un hôpital de jour. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter la typologie des pères aidants et les activités des médiateurs de santé père.
les interventions par les pairs, les pratiques et responsabilités du père aidant, les effets sur les représentations de la maladie et du soin, les effets thérapeutiques vus par les usagers et les effets apportés par le père aidant. Et je vous présenterai une conclusion. Dans un premier temps, de quoi parlons-nous? Nous parlons donc d'usagers qui ont une action auprès d'autres usagers qui sont soit bénévoles, soit professionnels. L'entraide par les pairs existe depuis longtemps. Emmanuel et puis Bérénice vous en ont parlé. Et généralement, on fonctionne sur différents types de structures. Des structures dites informelles ou des structures intermédiaires. Donc le père aidant est bénévole dans toutes les circonstances de structures informelles et de structures intermédiaires. Les structures informelles, moi je peux parler des alcooliques anonymes et des narcotiques anonymes. Il y a de l'entraide qui se fait entre pairs à ce niveau-là. De même, dans les GEM, il y a des bénévoles qui, au même titre, sont des pairs aidants. C'est lorsque des usagers se rencontrent et partagent entre eux. Très bien. Ensuite, lorsqu'il y a des usagers qui sont formés et diplômés, on passe de l'entraide à l'intervention. L'intervention est une entraide professionnalisante. Les choses évoluent parce que moi, je me définis comme médiateur de santé pair pour faciliter la compréhension et éviter la confusion, parce que vous allez entendre de pairs, père aidant certifié, médiateur de santé pair, père praticien, patient expert. Enfin bon, il y a pléthore d'appellations, de père formateur aussi. Moi, c'est un petit peu comme les médecins qui ensuite ont une spécialisation. Moi, je me qualifie aujourd'hui de père aidant professionnel avec une spécialisation en santé mentale, puisque la père aidance va s'ouvrir et doit s'ouvrir au médico-social, par exemple. Donc l'intervention par les pairs, c'est un père aidant professionnel qui est salarié, lorsqu'on parle de père aidant professionnel, et lorsque l'on parle de patient expert dont la formation et l'orientation n'est pas la même, le patient expert, on en a parlé tout à l'heure, il est plutôt orienté vers de l'ETP. C'est un intervenant ponctuel, non salarié de la structure dans laquelle il s'exprime, et il est également amené à donner parfois des cours, à intervenir lors de formations. Il est bénévole, salarié ou auto-entrepreneur, c'est-à-dire qu'encore une fois, il n'est pas salarié d'un établissement, il n'est pas intégré totalement à une équipe. Le père aidant professionnel, si, il est salarié d'une structure. Et il s'exprime sur des structures formelles communautaires, hein, comme les services d'hébergement, travail de rue. Un chez soi d'abord à Paris a embauché, a fait une proposition d'embauche, je ne sais pas si la personne a accepté, à une patiente expert. Et par contre, le père aidant professionnel, lui, fonctionne systématiquement dans des structures formelles institutionnelles à l'hôpital, et notamment à l'hôpital psychiatrique. J'espère avoir clarifié un petit peu les choses. Le fait d'être salarié rémunéré, ça différencie déjà beaucoup, puisque nous militons en tant que médiateurs de santé pair à la professionnalisation et à la création de ce nouveau métier. Les activités maintenant spécifiques des médiateurs de santé pair qui ont pu être identifiées. Alors c'est un résumé, hein, il y en a d'autres qui émergent à chaque fois qu'on laisse un peu plus la capacité aux médiateurs de s'exprimer professionnellement et être source de propositions. Donc les visites à domicile en binôme, des entretiens individuels menés seuls, ou alors en binôme, un travail à l'intra-hospitalier et sur la crise, un travail avec les familles d'accueil thérapeutique, des co-animations d'un groupe occupationnel dans le service ou alors à l'extérieur en ville, participer aux réunions d'équipe, des réunions de staff, aux réunions informelles, improvisées, qui sont des temps très importants et extrêmement riches. Travail sur les patients perdus de vue. L'administration déteste que les usagers sortent de leur radar et du manège de leur prise en charge. Et bien évidemment, l'éducation thérapeutique du patient. Là, de mon point de vue, c'est un vrai plus, et je me demande comment on peut envisager, même avoir pensé l'éducation thérapeutique du patient sans les principaux intéressés. Je veux parler des usagers, c'est juste absurde. L'administration pour le service ou le secteur, c'est-à-dire qu'on passe au volet administratif, des administrations diverses, activités administratives pour ou avec les usagers. Alors autant dire que lorsque le médiateur ou le père aidant contribue à l'effort collectif administratif, l'équipe a une source de travail administrative allégée. Donc c'est quand même un bénéfice qui a du poids, si j'ose dire. Des activités de médiation, de la co-animation de groupes de parole, de la co-animation dans l'ETP aussi, bien évidemment, des groupes d'autosupport, participation à la consultation d'un psychiatre,
ou d'un psychologue, des soins intensifs, des équipes mobiles, travail autour de la contrainte, urgence et centre de crise, être source de propositions de montage de projets. Voilà, vous voyez la gamme un petit peu d'intervention, le champ, c'est extrêmement large et ce champ s'élargit de plus en plus au fur et à mesure que l'on donne la possibilité aux usagers en tant que professionnels de s'exprimer. Alors l'intervention par les pairs, il y a deux types d'intervention. Il y a le soutien par les pairs. Alors quelles sont les spécificités du soutien offert par les pairs? Elles sont de deux ordres. Emmanuel vous en a parlé, mais je vais simplement vous faire un rappel. Utiliser et partager leurs propres expériences de souffrance émotionnelle. On ne parle pas suffisamment de l'intelligence émotionnelle. Il y a même un bouquin qui était sorti qui s'appelait L'erreur de Descartes, de ne pas avoir pris en compte l'intelligence émotionnelle, ou d'utilisation des services de santé mentale dans le but de servir de modèle et d'offrir de l'inspiration. Donc là, on passe clairement au rôle et à la capacité d'être un modèle d'identification positive pour la personne, du soutien et de l'information aux personnes qui vivent des situations similaires à celles qu'ils ont vécues. Et aussi repose sur un processus d'échange mutuel. Et les pairs peuvent aider à déterminer, comprendre et combattre le stigma et la discrimination contre la maladie mentale et développer des stratégies pour aider les personnes à les affronter. C'est pas rajouter, je dirais, de la maladie à de la maladie, quoi, de la souffrance à de la souffrance. Voyez. Ensuite, l'entraide par les pairs. Donc là, on passe sur des pairs aidants professionnels qui est basé sur l'égalité et la mutualité. Entre les A et les GEM. Chaque personne peut jouer les deux rôles, l'aidant et l'aidé, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans un rapport, dans une communication, une identification horizontale, il n'y a pas du tout de verticalité. Et c'est une relation fondée sur la réciprocité et non sur les rôles de donneur-receveur. Vous voyez, cette relation de réciprocité entre pairs est présente quel que soit le cadre, c'est-à-dire un cadre associatif ou jusqu'au cadre professionnel. Et l'intervention par les pairs, elle est prodiguée par un pair formé et spécialisé. Rappelez-vous le tableau de tout à l'heure. Les spécificités des rencontres médiateurs de santé pairs, patients, par rapport aux autres professionnels patients. Alors, il y a leur caractère volontaire pour le patient qui n'est jamais obligé d'y assister. Il y a une normativité moindre sur les comportements de la vie quotidienne, par exemple sur la propreté des locaux, le ménage, la cigarette, les médiateurs sont peu normatifs. Du temps, de la disponibilité, les entretiens sont plus longs, les visites plus longues, téléphone portable accessible, c'est-à-dire que la frontière entre le monde professionnel et privé peut sembler à certains professionnels plus floue. Il y a un rapport distant au traitement, à la médication. Les médiateurs se défendent d'être anti-médicaments. Il arrive à certains de signaler que les médicaments ne sont pas suffisants pour le rétablissement, voire pas systématiquement indispensables. Les rencontres ont tendance à se faire au rythme d'une fois par semaine ou d'une fois tous les 15 jours, c'est-à-dire avec une fréquence qui est plus courte, c'est-à-dire que les contacts sont plus fréquents. Un certain décloisonnement entre vie privée et vie professionnelle, mais ça c'est variable et c'est à discrétion de chaque médiateur, et une certaine familiarité dans le contact spontané ou utilisé à des fins de facilitation du travail relationnel. Et ça varie aussi beaucoup d'une personne à l'autre. Cette familiarité, elle peut s'exprimer aussi dans le fait qu'on puisse donner son numéro de téléphone portable à des personnes, d'être en lien avec elles en dehors des heures d'ouverture du service, parce que le rétablissement, il continue en dehors des heures du service, bien évidemment. Donc, tout ça génère une communication tant dans le ton et la forme qui est différente de celle des autres soignants, qui n'est pas mieux, qui n'est pas moins bien, qui est juste différente et qui apporte également une valeur ajoutée à la pratique. Il y a 15 valeurs qui ont été identifiées, qui sont partagées par les pairs. Alors, la première d'entre elles, c'est l'espoir. Alors, j'ai insisté sur quelques-unes d'entre elles. L'espoir est l'étincelle de la vie. Une pensée assez commune veut que les personnes utilisatrices qui expérimentent certains types de symptômes ne puissent jamais se sentir mieux et risquent même de voir leur état se détériorer. Elles ont appris que c'était faux, qu'elles peuvent aller mieux et qu'elles peuvent faire les choses qu'elles veulent dans leur vie. Des pronostics négatifs freinent le rétablissement. Si on vous dit que vous n'êtes pas bon, vous ne serez pas bon. Les pairs aidants doivent donner à tous des messages d'espoir et insister pour que les services de santé mentale et les réseaux d'aide et d'entraide
fasse le même, c'est-à-dire toujours laisser l'option d'un champ de possible et de meilleure vie, quoi. Et ça, si on enferme les personnes et on les condamne, elles se condamneront elles-mêmes. Ça, c'est ce qu'on observe. Ça semble même évident, logique, mais dans la pratique, on ne fonctionne pas nécessairement toujours comme ça. Traitement des pairs comme égaux, avec dignité, compassion, respect mutuel et conditionnel. Non-discrimination à l'égard des usagers. Quelque chose de fondamental aussi, il n'y a absolument aucune limite au rétablissement. Et le rétablissement ne se limite pas à la bonne prise d'un traitement et simplement à la réduction des symptômes. Personne, peu importe son éducation, ne peut réduire précisément le déroulement de sa vie. Les personnes utilisatrices déterminent leur propre trajet et leur propre but, et elles travaillent à les atteindre comme elles le veulent, malgré les objections des autres, et peuvent percevoir ces objectifs comme inaccessibles. C'est-à-dire que plus je me mets de limites, plus je deviens limité. Il y a différents choix des options. Participation volontaire à son rétablissement, ça c'est indispensable. Travailler à son rétablissement, c'est un choix personnel. Personne ne peut prendre cette décision à la place d'un autre. C'est-à-dire que personne ne peut aller bien à la place de quelqu'un d'autre. Tant que j'ai des bénéfices à aller mal, eh bien, tant que j'avais des bénéfices à consommer, je continuais à consommer. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que je commence à aller mieux? Ça a été essentiellement ma capacité à me demander de l'aide. Et cette capacité à demander de l'aide et l'avoir fait, je l'ignorais, ça a généré un passage à l'action. Et le passage à l'action, il génère le changement. Moi, mon boulot, c'est d'accompagner les personnes à oser intégrer un processus de changement et aller vers l'inconnu. Ça, c'est extrêmement difficile. Ouverture face à la vision des autres. Accent sur les stratégies simples et sécuritaires pour tous, normalisation des réactions, quelque chose de fondamental, la concentration par les forces. Si vous avez des questions à ce sujet, tournez-vous par la suite vers Emmanuel, qui est une spécialiste de la concentration sur les forces. Dans le passé, plusieurs personnes utilisatrices ont été évaluées selon ce que les autres percevaient comme des limitations et des déficits. Dans l'intervention par les pairs, l'attention est portée sur l'utilisation des forces pour travailler contre l'adversité, pour créer un changement et pour mener la vie désirée. C'est-à-dire que c'est accompagner, moi c'est mon intime conviction, que tout le monde, absolument tout le monde, il n'y a pas de pronostic à faire, a les ressources en elle pour avoir une vie meilleure, pour se rétablir. Ça, il faut en avoir l'intime conviction. Et au niveau de la parole, donner à tous la même importance et la même valeur dans la parole. Ça, c'est fondamental. Si on commence, en tout cas moi dans ma pratique, si je commence à discriminer l'intérêt ou la valeur de ce que dit la personne, eh ben, je ne contribuerai pas à l'aider. Vous voyez, c'est très difficile, hein, ce sont des efforts permanents. Et avoir un regard critique à partir de son savoir expérientiel. Alors que certains secteurs du réseau de la santé mentale basent leurs soins sur des découvertes issues d'études, le père aidant, quant à lui, agit en fonction de sa vision des personnes utilisatrices, des usagers. Ces interventions s'adaptent continuellement aux besoins de celles-ci tout au long de leur parcours. C'est-à-dire que c'est en partageant, en communiquant, en prenant connaissance de leurs désirs qu'on arrive à avancer. Et ça, c'est possible parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les médiateurs passent plus de temps que les professionnels et plus souvent avec eux lors d'entretiens. Est-ce que vous savez le temps moyen d'une consultation dans un CMP? C'est ce que tout le monde connaît, c'est ce que c'est qu'un CMP. Un centre médico-psychologique. Je vais laisser peut-être le docteur Leguet répondre à cette éminente question. D'après vous, combien de temps Non, c'est-à-dire un psychiatre reçoit une personne en consultation dans un CMP. Aujourd'hui, il dispose de quel temps pour recevoir tout le monde dans sa journée? Ah, c'est bien posé. 2 minutes? J'ai entendu la bonne réponse. Hein. Ouais, c'est 10 minutes. 10 minutes. Ce qui fait que ça bouleverse considérablement les capacités de rétablissement des personnes et aussi le positionnement des médecins qui se retrouvent malgré eux par les contraintes de production à devenir des agents prescripteurs et non plus des agents thérapeutiques et de prise en charge. Moi, je connais de plus en plus d'usagers qui ont deux médecins, un médecin prescripteur, hein, il sait à quoi s'en tenir, et puis ensuite un médecin thérapeutique, si j'ose le dire, quoi. Voilà, c'est parce que au CMP, on va de plus en plus vers des médecins prescripteurs. Ça a généré beaucoup de réactions, hein. Ouais. Ça ne s'arrête plus. Voilà, mais ça, c'est une réalité.
Ensuite, les caractéristiques de l'intervention par les pairs. Alors, qu'est-ce que font les pairs et qu'est-ce que ne font pas les pairs, voyez ? Donc, l'ouverte a de nouvelles manières de comprendre notre expérience. Ça, c'est ce que fait un pair dans ses interventions. Par contre, ce n'est pas un expert qui dit ce que signifie l'expérience de vie de l'usager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation. On est là pour ouvrir, on n'est pas là pour enfermer, j'allais dire. L'intervention, c'est une redéfinition de l'aide et du fait d'aider. C'est-à-dire que c'est surtout initié par la communication dans un premier temps et un accompagnement à l'action pour aller vers le changement. Et ce n'est pas dire à quelqu'un quoi faire. Vous comprenez ? Ça va générer des résistances. Voilà. Et moi, qui suis-je pour savoir ce qui est bon pour toi aussi, hein ? Il y a cette question-là, d'un point de vue éthique, qui peut se poser. Basé sur des relations égalitaires et plus humaines. On parlait tout à l'heure de l'horizontalité. Ça, c'est indispensable pour... moi, je le vois bien. On a fait quelque chose de formidable dans le service. On a réussi à organiser un séjour thérapeutique. Alors, c'est extrêmement facile à mettre en place, mais les contraintes administratives sont pas si lourdes que ça. Le plus difficile, c'est d'avoir le budget. Et j'ai pu me rendre compte à quel point les personnes qui viennent dans le service, sur le pas de l'entrée, revêtent leur costume de patient. Et que les professionnels, quand ils arrivent dans le service, chaussent leurs lunettes à visée symptomatique. Voilà. Vous comprenez ? Il y a cette rencontre qui se fait, c'est Venise d'un côté et j'observe de l'autre, quoi. Voilà, mais simplement quelque chose de prédéfini, quoi. J'ai du mal à voir la personne dans sa globalité, dans son intégrité. Vous voyez ? Il y a vraiment des choses comme ça qui se jouent. Dire à quelqu'un quoi faire, moi, ça résonne aussi beaucoup dans mon parcours. C'est-à-dire que moi, dans la consommation, plein de gens voyaient que j'allais pas bien avec leur regard extérieur. Mais moi, dedans, tout allait bien pour moi. Donc, me dire tu vas pas bien, tu consommes trop, tu devrais refaire une cure, ben non, ça génère des résistances, vous voyez. C'est commencer à décider à la place de l'autre. Faut laisser le temps. On peut pas sortir quelqu'un du déni à sa place, quoi. C'est pas possible, ça. Et de normaliser les émotions ou les comportements des personnes et d'en humaniser la souffrance. Parler des émotions. Moi, en tant que dépendant, là, ça va beaucoup mieux, j'ai une maladie aussi des émotions. C'est une maladie des émotions. C'est-à-dire qu'en joie comme en tristesse, eh ben, je ne suis pas cadré de la même manière. C'est-à-dire que même de la joie, ça peut être source de souffrance parce que c'est extrêmement intense, tout comme la tristesse. C'est-à-dire que je ne suis pas calé de la même manière, quoi. Voilà. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je ne rentre plus dans des stratégies pour nier ou contourner mes émotions. Je les vis, je les traverse maintenant, il n'y a pas de souci. Mais j'ai aussi beaucoup consommé par ça, pas que à cause de ça, mais aussi beaucoup avec ça. Et dire que les personnes sont malades est socialement adéquate. Moi, je ne suis pas là du tout pour ça. Moi, je suis là pour les accompagner d'un mal-être permanent à des moments de mieux-être, voire des moments de bonheur. Voyez, et les accompagner aussi vers leur autonomie. C'est surtout ça le maître mot du rétablissement. C'est le plus haut point, leur plus haut désir d'autonomie. L'intervention par les pairs, c'est aussi l'occasion d'amener l'autre à se responsabiliser face à son rétablissement. Dans les groupes d'usagers, moi j'ai appris quelque chose de fondamental. Je ne suis pas responsable de ma maladie, mais je suis responsable de mon rétablissement. C'est un choix. Voilà, donc il y a des actes à poser aussi. Ce n'est pas une relation où une personne prend toutes les responsabilités à la place de l'autre. Voilà, et faire pour l'autre. Non, c'est pas du tout ça. C'est la chance d'apprendre des autres et de leur enseigner. Qu'est-ce qui a fonctionné pour moi? Comment j'ai fait? Peut-être que ça peut marcher, mais ne pas lui dire c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez? C'est la reconnaître comme une personne, avec ses choix, ses libertés, et ne pas imposer, quoi. Moi, je ne sais pas ce qui est bon pour elle, c'est à elle de l'expérimenter. Ce n'est pas dire à l'autre quoi faire, dire, penser ou apprendre, c'est-à-dire la mettre dans un véhicule, et puis voilà, ça c'est ta voie, et c'est comme ça et pas autrement. C'est nier sa liberté, c'est être dans un monde où le déterminisme, il n'y a que du déterminisme. C'est, par contre, croire aux possibilités qu'a l'usager de changer sa situation, lui laisser la dignité du risque. Oui, dans notre société, nous n'accordons pas suffisamment de valeur à ce que nous apprenons de nos échecs. Moi, j'ai considérablement appris de mes échecs, et sans échecs, je ne serais pas là aujourd'hui.
Ce n'est pas surprotéger les gens en les empêchant de prendre des risques trop stressants. Non, fais pas ça, c'est pas bon pour toi. Surtout pas. Voilà, comment est-ce qu'on peut savoir ça? Alors, faut laisser aussi la possibilité à la personne le choix de se tromper. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Je n'ai fait que reproduire des erreurs. C'est axé sur le rétablissement, et être axé sur le rétablissement et la transformation. Parce qu'effectivement, être dans un processus de changement, dans un processus de rétablissement, c'est être dans un processus de transformation. Et ce n'est pas une démarche axée sur la présence des symptômes et le maintien de leur stabilité. Ça, c'est ce que souhaitent les médecins avec leur point de vue de soignants, avec leurs connaissances. Il y a plein de gens qui sont capables de vivre avec des symptômes, mais ça gêne probablement plus la société et leur capacité d'intégration que la personne elle-même. Hein, je vous laisse avec ça. C'est terminé? Non. Non, mais voilà. Ensuite, les pratiques et responsabilités, 3 minutes. Alors, je vais pas pouvoir, je vais dérouler alors, parce que servir d'agent de rétablissement, l'utilisation du processus de rétablissement selon les 5 étapes, c'est quelque chose d'important. Alors, je suis désolé, je vais pas pouvoir aller en profondeur, mais au moins, en restant à la surface, je vais vous en parler, c'est ça qui compte. On parle de processus de rétablissement, il a été théorisé par les Québécois en 5 étapes. La première étape, c'est le choc et le déni. C'est celle où on reste le plus longtemps. Moi, j'ai 29 ans de consommation, j'ai 29 ans de déni fort. Ensuite, on commence à bouger, on s'aperçoit que la vie est limitée, il y a du renoncement et du désespoir. C'est là qu'il faut vraiment commencer à véritablement accompagner. Le changement est possible, l'espoir et la remise en question, c'est-à-dire que oui, il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre à moi. L'engagement à changer, la volonté d'agir et le courage, et enfin les actions pour changer, responsabilisation et pouvoir d'agir, on arrive à l'empowerment. Donc là, je vous passe le tableau des 5 étapes. Le PowerPoint sera disponible sur le site, ne vous inquiétez pas, vous pourrez y revenir à tête reposée. Ensuite, utiliser sa formation en tant que professionnel, c'est-à-dire dans la co-construction. Le développement de pratiques axées sur le rétablissement, d'intervention par les pairs et participer à une communauté de pratiques. Ça, c'est ce que nous souhaiterions tous et ce que nous ne faisons pas, c'est participer à une communauté de pratiques. On travaille entre pairs à sa création. Alors, les effets sur la représentation de la maladie et du soin, c'est essentiellement la possibilité du rétablissement et la chronicité de la maladie. Le père aidant pro, il est là pour incarner le fait que le rétablissement est possible. Alors moi, j'ai conscience d'être devenu un objet d'identification positive, j'espère. J'en ai eu pour moi et ça a fonctionné pour moi. Qu'il ne sera pas guéri, on ne guérit pas d'une problématique avec une maladie chronique, mais il pourra tout de même mener une vie correcte, pleine et satisfaisante. C'est une conception positiviste de la personnalité et les pères aidants professionnels contribuent à diffuser une représentation positiviste de la personnalité, de la maladie, de l'expérience. L'expérience ne peut que renvoyer à des faits réels et avérés. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas de concept ni de théorie, je parle de ce qui est arrivé. C'est une autorisation à la critique des autres professionnels du système de soins. Je vais vous le lire parce que c'est très important de pouvoir dire, et on n'a pas suffisamment l'occasion de le faire, oui, que ce qui se passe dans l'institution, il y a des choses formidables, je le répète, c'est vrai, mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas et on est tous de bonne volonté et en capacité de s'améliorer. Donc, du fait de leur rencontre avec les médiateurs, les usagers s'autorisent à formuler certaines critiques vis-à-vis d'autres professionnels ou du système de soins. Ces critiques sont souvent nuancées et font des exceptions pour des personnes particulières, n'aboutissant jamais à un réel dénigrement du groupe professionnel dans son ensemble. C'est important. Les psychiatres, sauf exception donc, apparaissent plutôt lointains, non souriants, pressés et surtout soucieux de prescriptions médicamenteuses. Les infirmiers apparaissent pressés, peu disponibles, tenant des discours normatifs abstraits, écoutant peu l'usager. En revanche, en cas d'exception et de bonne relation avec un psychiatre ou un infirmier, l'utilité différentielle du médiateur apparaît beaucoup plus faible. On parlait du temps, c'est parce que les médiateurs passent beaucoup plus de temps qu'ils arrivent à être bons. Le temps dans une prise en charge est un élément extrêmement important. Globalement, les entretiens dénoncent la faiblesse de l'offre psychothérapeutique et disent que les usagers trouvent difficilement des espaces-temps pour verbaliser leur passé alors qu'ils en ressentent le besoin, les soignants ne s'intéressant qu'au présent ou au futur, alors que le médiateur, en revanche, plus disponible, écoute aussi la parole sur le passé et accepte d'en discuter. Tu peux citer d'où, du coup. Oui, ça c'est Lise de Maillic dans le rapport qui est... Donc c'est un des rapports qualitatifs qui ont été menés pendant l'expérimentation. Il y a eu 3 rapports.
une équipe de sociologues qui a fait des entretiens quali avec les médiateurs, les usagers, les équipes. Voilà. Et donc la philosophie d'une philosophie de la patience, on en parlait tout à l'heure, de la patience et du petit pas, sauf exception, la philosophie de vie diffusée est celle de savoir progresser à petits pas. Moi, dans mon rétablissement, c'est du gagne petit. Si je veux beaucoup, il est fort probable que j'obtienne rien à la fin de la journée. Par contre, chaque jour, si je veux quelque chose de petit, je gagne quelque chose. Moi, je dis que chaque jour d'abstinence, et pour moi, je gagne très peu de choses, mais qui a une valeur considérable. Je gagne un grain de sable qui me permet de renforcer les fondements de mon rétablissement. Implique de ne pas être trop pressé de guérir. On n'est pas dans la performance, c'est quelque chose à long terme. On a toute la vie pour se rétablir, hein. Il n'y a pas d'urgence. Implique de se fixer des objectifs de progression réalistes et accessibles et de savoir prendre son mal en patience. La difficulté, c'est donc d'arriver à conjuguer la diffusion de cette philosophie de soins avec celle de l'espoir suscitée par la perspective du rétablissement. Les effets thérapeutiques vus par les usagers, alors il y a un bienfait thérapeutique qui repose sur deux mécanismes. Un certain plaisir affectif, on l'a vu que la distance thérapeutique, c'est autre chose aussi, hein, est une relation de confiance proche d'une camaraderie avec souvent une bonne humeur contagieuse. C'est le processus thérapeutique et l'écoute plutôt que l'expérience de la maladie. Et enfin, le MSP fonctionne comme un support d'identification positive, c'est ce que je vous ai déjà dit. Alors, des modalités différentes, on a des spécificités selon le lieu où on travaille. Il faut conclure. Donc, les bénéfices pour les usagers, c'est de l'espoir, générer de l'espoir qui est une énergie formidable. C'est reprendre le pouvoir d'agir, c'est-à-dire ne plus laisser tout le pouvoir à la maladie, un soutien social et un bon fonctionnement social. On est dans des problématiques de maladie du lien avec soi et du lien avec l'autre, donc avec l'extérieur, une empathie et de la reconnaissance, réduction de la stigmatisation, réduction des réhospitalisations et maintien dans la communauté. Il y a des effets par le père aidant, je vous en parlerai une prochaine fois. Et il y a une conclusion qui sera disponible dans de prochaines études. Voilà. Voilà. Merci Philippe. Et merci Bérénice, qu'on n'a pas applaudi tout à l'heure aussi. Voilà. On avait quelques questions et auxquelles peuvent s'ajouter les questions qu'on peut poser maintenant aussi à Philippe. Oui, un carton vert. Oui, bonjour. C'est pour une information technique. C'est quoi le staff? Les staff. Ah, c'est l'équipe. C'est l'équipe, même dans une équipe de sport, vous savez, il y a le staff, c'est un anglicisme. L'abréviation AA. Alcoolique anonyme, NA, narcotique anonyme, des groupes d'inéphalistes qui prônent l'abstinence. Alors, il y avait des questions, oui, par ici. Alors, qui a le micro? D'accord. J'avais une petite question par rapport au secret, enfin le secret professionnel, le secret médical. Là, qu'est-ce qu'il en est par rapport au secret Ce qui est dit dans l'équipe reste dans l'équipe, hein, comme n'importe quel autre professionnel. Donc le médiateur de santé père a accès à des éléments médicaux, c'est ça que ça veut dire. On peut le dire comme ça, oui. Est-ce que ça a été une des difficultés dans justement cette question-là, dans les intégrations, dans les équipes C'est plus. Alors, le législateur est clair là-dessus, je le dis. En principe, les médiateurs n'ont pas accès aux dossiers médicaux. C'est à la discrétion du chef de pôle et puis des membres de l'équipe. Certains en ont fait un objet de cheval de bataille, qui n'est pas nécessairement un grand sujet pour moi. Les enjeux sont surtout importants dans les représentations des soignants. Dans mon cas, maintenant, au bout de 5 ans, au début, je n'avais pas du tout le droit de consulter. Rarement, j'en ai besoin. Néanmoins, quand ça m'est utile, ça m'est utile. Voilà, c'est pas comme ça que je travaille. Mais quand j'en ai besoin, ça m'est utile. Après, la question du dossier, l'accès au dossier a été, oui, problématique. Alors, il y a encore, je crois, un endroit où il y a quelqu'un qui n'a pas accès au dossier. Mais sinon, tous les autres médiateurs, avec le temps, ont réussi à avoir accès au dossier. Donc, ça
participe de cette question du secret. Et ça a été effectivement un enjeu de pouvoir au début sur le fait de mettre la personne à l'écart. Il y avait ce dernier bastion qui n'était pas ouvert. Et ça a fait émerger apparemment des discussions intéressantes. Ça m'a été rapporté par 3 médiateurs sur la question des vocables et de la manière dont on parle des gens dans les dossiers. Et en fait, dans certaines équipes, il y avait des choses qui pouvaient être un peu questionnantes sur les mots qui étaient employés, la façon dont on décrivait les gens, les choses qui pouvaient être choquantes dans les dossiers. Et donc, il y a des médiateurs qui se sont emparés du sujet, en fait, qui ont contribué à une réflexion dans l'équipe sur le poids des mots dans les dossiers et qui ont apporté une lecture, quoi, en disant, quand ils ont commencé à avoir accès au dossier, en disant qu'en fait, ils étaient un peu heurtés par l'emploi qui était fait du dossier par les professionnels. Oui, moi je souhaitais vous questionner sur est-ce que l'intégration de médiateurs est venue percuter les représentations syndicales, du monde syndical au sein des établissements? Et si oui, quelles actions ont été menées pour y faire face? Alors, il y a eu des mauvaises informations qui ont circulé au début. Très concrètement, une information sur le salaire qui allait être perçu par les médiateurs. Le montant qui a circulé publiquement à un moment, notamment dans le Sud, je crois, que c'était le montant chargé, avec les charges. Donc ça arrivait à un montant qui était supérieur au salaire des infirmiers qui en début de carrière, enfin largement même. Donc bon, il y a eu une grande violence autour de ça, et le temps, vous savez ce que c'est, une mauvaise information, on la rattrape jamais vraiment. Donc bon, grosso modo, oui, il y a eu au premier trimestre de l'expérimentation en 2012 une levée, alors c'était pas lié que à ça, bien sûr, mais je veux dire, il y a eu une levée de bouclier syndical très très forte. Comme dit toujours le docteur Roland, ses collègues psychiatres l'ont félicité parce que c'est la première fois que tous les syndicats étaient d'accord contre. Donc le docteur Roland disait que c'était un exploit, il ne l'avait jamais fait encore. Il les avait tous contre lui. Madame Rochon. Oui, j'avais une question pour Alain Stadel, Laurence Rochon, donc directrice du dispositif multiservice handicap psychique à la DAPAIARIA de Vendée. Nous avons donc un projet depuis maintenant 2 ans, mais un projet dont nous travaillons depuis 1 an avec l'équipe pour intégrer un médiateur santé-père au sein de notre équipe. Donc un projet que nous sommes soutenus par le CREPSI, par ailleurs, pour essayer d'avoir des financements, et nous avons eu l'obtention d'un financement, donc nous sommes ravis. Moi, ma question, c'était au niveau de la formation. Puisque c'est une licence professionnelle, est-ce qu'il y a des exigences au niveau des diplômes? Alors, finalement, ça ne sera pas une licence professionnelle, mais une licence tout court. Bon, c'est anecdotique, mais je le dis quand même. La chance que nous avons, c'est qu'on va désormais travailler non plus avec Paris 8, mais avec Paris 13, qui est donc l'université de Bobigny-Villetaneuse, qui a en fait une philosophie très très ancrée de la validation des acquis. Notamment, pour vous donner un exemple, il y a au sein de l'unité de recherche dans laquelle on va installer la licence, ils ont une personne qui a soutenu l'année dernière brillamment une thèse sur les patients experts et qui n'a pas le bac, donc qui est rentrée par des validations, etc. Donc c'est une philosophie très forte chez eux. Donc on est à peu près... Après, moi, ce qui me semble qu'il faut qu'on questionne, c'est la capacité d'une personne à être étudiante, c'est-à-dire c'est exigeant. D'être étudiant, de soutenir un mémoire, c'est fatigant. Donc bien expliquer effectivement le cursus de formation. Voilà, pour moi, ce sera presque moins la question de la validation du niveau qui va être très ouverte que ne pas mettre des gens en difficulté, parce que c'est aussi, voilà, on sait tous ce que c'est quand on le revit, retourner de manière ou d'une autre sur les bancs de l'école, c'est dur, quoi. On sait plus une capacité à investir la formation. Oui, exactement, tout à fait. Oui. Il faut être vigilant, savoir cette vigilance-là, la capacité à investir. Peut-être bien être clair avec le candidat médiateur sur ce que ça va représenter. Et que pour que la licence ait une valeur, on ne peut pas, si on ne veut pas la donner au rabais et qu'elle soit reconnue, alors il faudra soutenir un mémoire selon des normes qu'on connaît qui sont un petit peu rigoureuses. On va peut-être justement sur les questions du financement donner la parole
au docteur Alain Charpentier qui donc représente l'ARS ce matin. Donc j'excuse encore Isabelle Bonnier qui aurait bien voulu être présente parmi nous. Oui, effectivement, j'ai bien noté les réticences du ministère pour afficher chez Daporama le nom de médiateur santé père. Mais n'empêche qu'au niveau de l'ARS et Pédalgoire, nous accompagnons effectivement donc, sur des budgets à titre d'expérimentation. Donc 2 postes. Donc un médiateur porté par, je crois, une équipe sanitaire au niveau du 44, Denis, je pense. Et puis effectivement un autre poste porté par Aria 85, je crois, qui vient d'intervenir dans le champ médico-social. Voilà, donc parce qu'effectivement, nous voyons bien que les données montrent l'intérêt de l'intervention d'un médiateur, un santé père au sein d'une équipe, qui participe effectivement au rétablissement, qui améliore l'accès, le recours aux soins. Donc à ces titres-là, nous sommes engagés, donc avec bien sûr l'avis de Mme Courrèges qui nous a quittés, qui est maintenant à la DGOS, pour accompagner cette démarche. Et donc nous avons confirmé effectivement récemment avec un mail avec le Dr Walland, il n'y a pas longtemps. Il y a eu une confirmation cette semaine de la création de la licence, et donc on a écrit à l'ensemble des 7 ARS concernés. Voilà, vous demandiez l'engagement des ARS par rapport. Donc cet engagement comporte effectivement une année de salariat, plus des frais de déplacement et des frais d'hébergement en région parisienne. Voilà. Très bien, c'est une très bonne nouvelle. Oui, je crois que Grégoire... Il y avait une dame là qui voulait. Mais... Merci. Donc effectivement, nous savons aussi que nous, dans des équipes, il est possible qu'il y ait des personnes qui sortent de 3e, qui soient très pédagogues, mais qui, à cause de leur activité, à cause de leur maladie, ont dû quitter un petit peu l'école plus tôt. Et pourtant, ils sont pédagogues, ils ont de ce savoir expérientiel. Et je pense que la licence est un niveau, à mon goût, qui serait beaucoup trop difficile pour des personnes qui ont toutes les qualités pour être médiateur pair, mais cette accessibilité du ODU qui pourrait être difficile. Et la deuxième partie, à savoir que des personnes fragiles qui veulent aller vers ces formations sont obligées d'aller se recentrer sur Paris. Pour la plupart de ces personnes-là, elles ont des phobies sociales. C'est aussi cette chose-là qui peut faire des échecs. Et on en est très, très conscient et qu'il faudrait peut-être amener vers les personnes qui ont besoin de ces formations, il y a des groupes qui se font, amener ces formations directement dans les départements en question où se regroupent des personnes qui veulent des formations. Alors ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. C'est vraiment le niveau, quoi. Enfin, la marche n'est-elle pas un peu haute pour certaines personnes? C'est pour ça que je dirais il y a 2 éléments. Il y a le fait que, comme je disais tout à l'heure, on a fait ce choix de monter le niveau pour des questions de blocage des gens, parce qu'on part de la situation à l'hôpital. Et qu'il y avait cette question pour les gens d'être bloqués à tous les niveaux, sur le fait de passer des concours pour évoluer, sur le fait d'être mieux payé, le niveau DU et la non-reconnaissance du DU par l'institution hospitalière nous a amené à monter comme ça le niveau. Moi, je partage complètement votre sentiment. Je suis assez... Voilà, je pense que... Alors, ce qui va arriver dans les années qui viennent, c'est qu'il y a une émergence d'autres diplômes, là. C'est-à-dire, par exemple, il y a Grenoble qui, avec le docteur Patrick Le Cardinal notamment, est un peu s'investit dans l'émergence d'un DU qui est porté par l'Université des patients à Grenoble. Voilà. Et donc, il va y avoir des choses différentes, moins denses et moins exigeantes qui vont émerger. Ça va arriver. Et je pense aussi que les ARS, là, c'est un mouvement
les ARS aussi s'intéresseront à financer des postes pour des gens qui sortiront de ces diplômes-là. Si vous voulez, nous, et ça rejoint la deuxième partie de votre question, nous, c'est pas du tout notre souhait, le côté centralisé à Paris. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le côté épuisant de se rendre une semaine par mois à Paris. Enfin, je suis complètement d'accord. Pour n'importe quel déplacement professionnel, pas à Paris, et quand on en fait plein, on trouve ça déjà fatigant. Donc, je pense que vous avez entièrement raison. La problématique qu'on a eue, elle est quasiment politique. C'est-à-dire, on a fait une première formation et on s'est dit, alors on va voir, est-ce que ça va prendre un peu partout ? Est-ce que c'est mûr pour que des émergences locales se fassent ? Le constat a été que pour plein de raisons, dont celles que j'ai pu vous exposer, on n'était pas encore arrivé à cette marche-là. Et donc, le souhait du CCOMS et du Dr Roland, ça a été de dire, allez, on y retourne une fois. Parce qu'il faut impulser politiquement pour dire, et on en forme d'autres, montrer que ça a marché, qu'il y a des souhaits sur le territoire, qu'il y a des financeurs. Donc, on va y retourner une autre fois. Mais après, nous, la vision du CCOMS, c'est de devenir une espèce de centre de ressources pour toutes les initiatives qui émergeront localement et qu'il y ait des diplômes qui se fassent dans divers endroits avec des niveaux qui seront variés parce que cette notion d'un truc hyper centralisé n'a pas de sens. Et alors, pourquoi Paris ? Pour un truc tout simple, c'est que c'est les notions de déplacement. C'est-à-dire, déjà, ça va être fatigant, mais si on devait faire aux gens des transversales, Strasbourg-Mulhouse, enfin, Bordeaux-Mulhouse, des trucs comme ça, bon, c'est encore pire en termes de fatigue et de faisabilité. Mais c'est pas en soi, pour nous, il n'y avait aucun intérêt, même symbolique, à le faire en région parisienne. C'était pas du tout là notre sujet. Je suis d'accord. Après, ce que j'espère aussi, je conclus, mais ce que j'espère vraiment voir arriver aussi dans les années qui viennent, c'est aussi la possibilité de se former à distance, c'est-à-dire avec des modalités par Internet, des réunions des gens qui seront nécessaires parce qu'ils ont besoin de se voir entre eux et de partager, mais qui seront moins fréquentes et moins fatigantes, et qu'on puisse se former aussi via les nouveaux outils numériques. La dernière question. Donc, moi, je suis assistante familiale, donc je travaille pour la protection de l'enfance. Et il nous arrive d'accueillir des enfants qui sont dans des grosses problématiques psychiques. Et du fait qu'on n'a pas l'autorité parentale, quelle est notre place par rapport à ces enfants-là, par rapport aux soins qui peuvent leur être apportés du fait qu'on n'a pas l'autorité parentale, qui a le secret professionnel, et comment on peut être aidé, nous, en tant qu'assistants familiaux, pour pouvoir aider ces enfants à grandir et à se construire et ne pas forcément rentrer dans la maladie mentale par la suite. Voilà. Donc, je pense qu'on vous écoute là depuis tout à l'heure. Enfin, je vous écoute depuis tout à l'heure, donc je pense qu'on peut être considéré comme père. D'une certaine façon. D'une certaine façon. Mais quelle est notre place justement par rapport à ça ? Parce que moi, je me trouve là, je ne me reconnais pas dans tout ce qui a pu être dit jusqu'à maintenant. Je crois alors, je ne sais pas ce qu'en pense Bérénice, mais moi, je crois qu'on est sur un champ un petit peu différent quand même, parce qu'il y a une dimension aussi dans votre fonction qui est une dimension éducative, qui est une dimension de soutien à un parcours qui est de grandir, tout simplement, et de construire son autonomie. Et on n'est pas forcément dans le champ de la pathologie, vous voyez. Enfin, on est peut-être frontière pour certains enfants, mais on ne se centre pas sur le rétablissement de la pathologie. C'est un peu ce que j'ai envie de vous dire, mais j'ai bien conscience que ma réponse, elle est aussi un peu à côté de votre question, et je crois qu'il faut qu'elle soit abordée dans un autre lieu. Parce qu'on a parfois affaire à des enfants qui sont vraiment dans des comportements très pathologiques, et oui, puis on n'a pas forcément... Mais il y a aussi un environnement. Vous n'êtes pas... Enfin, il y a un environnement réglementaire et un environnement social qui vous est assuré par l'institution qui vous a confié l'enfant, et en l'occurrence souvent le conseil départemental. Voilà, écoutez, donc il est 12h30 et on se retrouve à 14h.